Le professeur Albert Einstein, qui est chef de clinique dans notre unité de soins intensifs. Il succède à un autre chef de clinique qui s'appelle Valentin Stadler, et ça montre la dynamique du service à faire du soin critique de cancérologie, qui représente actuellement pour 30 à 40% de nos patients admis en soins intensifs, d'autres 30 à 40% étant de pneumonie interstitielle. Vous voyez qu'il y a une cohérence stratégique de notre unité pour offrir aux patients cancéreux non seulement des immunothérapies, des dépistages, des diagnostics, des thérapies ciblées, mais lors de leur phase critique, de pouvoir les prendre en compte, soit en début de maladie, ça c'est le travail qui avait été montré avec Jonathan Nozaken et le docteur Laborie, de comparer ceux qui étaient déjà traités et ceux qui ne l'étaient pas, avec des résultats très passionnants. Et donc, l'arrivée de Roby, je vais vous parler des thérapies interventionnelles au sein des patients immunoplasmiques essentiellement. Je t'en remercie. Merci Eric pour cette présentation. Et merci de m'avoir invité pour vous parler de la pneumologie interventionnelle. Alors moi je vous propose de prendre un petit café et de faire plutôt un cours d'histoire, puisque finalement le titre c'est un regard sur le passé, perfectionner le présent et innover l'avenir, et je trouvais que c'était sympathique de remonter un petit peu l'histoire. Moi je n'ai aucun conflit d'intérêt concernant cette présentation, et donc on va commencer par le début. En fait, la pneumologie interventionnelle, en 30 minutes le défi est complexe, mais j'ai un peu élagué. Au début, on est quand même physiologue avant d'être pneumologue. Et donc, toutes les techniques qui vont être mises en place à l'origine vont quand même être mises en place pour, et dans l'objectif de soit diagnostiquer, soit de traiter une tuberculose. Alors, les pneumologues n'ont rien inventé. Et puis finalement, à chaque fois, on pique aux ORL, on pique aux hépatogastro, vous allez voir au fur et à mesure du temps. Première bronchoscopie rigide qui va être le point d'appel, le GLAD de la pneumologie interventionnelle, 1876, un ORL qui met un œsophagoscope dans le patient que vous voyez. Tout s'est très bien passé à l'issue de l'intervention et il retire un os de porc. Ça, c'était juste à but pédagogique, c'est la photo du docteur, mais le patient s'en est bien sorti. Et puis, les années 1901, début des lavages, en fait, on comprend qu'on arrive par ce canal opérateur, à envoyer un peu de liquide sans vraiment savoir ce qu'on fait. On met un peu d'eau et puis on verra ce qui se passe. Et on récupère ce liquide et des fois, on a des bacilles de Koch. Après, je vous parle du thorax. On passe de l'autre côté des bronches, on est plutôt dans la plèvre. Arrivée de la thoracoscopie 1910, Jacobaeus invente la thoracoscopie ou la pleuroscopie, et principalement à visée diagnostique. Par souci de temps, je ne développerai pas la thoracoscopie, Sachez que jusque dans les années 50, c'était quand même principalement diagnostique et un petit peu thérapeutique, avec le pneumothorax thérapeutique dans les tuberculoses. Et puis là, on commence à avoir les prémices d'accès à l'inaccessible. 1949, toujours sous bronchoscopie rigide, première biopsie d'adénopathie médiastinale transtrachéale, autant dire on voit rien, on pique à l'aveugle et on se dit qu'on va peut-être avoir quelque chose, et il faut attendre 10 ans pour que Carlsen, un chirurgien, consacre en fait un traité à la médiastinoscopie dans le but diagnostique initialement, puis thérapeutique. Et là, avancée milieu du XXe siècle, avancée majeure, l'anesthésie générale et surtout l'ajout de la ventilation mécanique. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu de bronchoscope rigide, vous avez en fait l'optique rigide et puis des canaux opérateurs de tailles différentes et de longueurs différentes pour aller soit dans la trachée, soit dans les bronches. Et vous passez l'ensemble de votre matériel par une tête, une embase, et pour lequel en 1956, on rajoute cette embase-là, que vous voyez ici, qui permet de faire de la ventilation. Après, il y a différentes méthodes de ventilation, mais c'est une grande avancée. Et donc, état des lieux, fin des années 1950, je vais m'aider d'un petit personnage qui est Harrison Ford dans Indiana Jones. C'est à peu près l'époque du film. En fait, il peut pas aller très loin. Il est bloqué, on en est là. Arrive finalement perfectionner le présent, mais en fait le présent il date un petit peu parce que tout ce que vous faites et tout ce qu'on fait maintenant, ça date des années 1960. En fait, l'apparition des fibres optiques,
permet l'essor du fibroscope souple. Et donc, comme je vous disais, d'abord en hépatogastro-entérologie, puis en pneumologie en 1964. Et alors là, la prise en charge, la pneumologie et l'endoscopie interventionnelle va évoluer avec son temps, puisque avec les problématiques liées au tabagisme et puis l'apparition des antibiotiques antituberculeux, des premiers antibiotiques antituberculeux, ben finalement, on va avoir des problématiques autres qui vont être les pathologies cancéreuses et les pathologies infectieuses hors béquin. Et donc, petit à petit, on perd d'intérêt pour la bronchoscopie rigée à visée diagnostique. À visée thérapeutique, ça reste quand même anecdotique. Et puis, on va développer toutes les techniques qu'on connaît maintenant pour avancer dans les diagnostics, que ce soit oncologique ou infection. Et les bases de la fibroscopie souple, finalement, elles datent d'il y a quasiment 45 ans. C'est Fick et Reynolds dans les années 80. D'abord Fick en 1980, puis Reynolds en 1987, qui vont développer, grâce au développement aussi de la microbiologie, tous les concepts autour du LBA. Alors maintenant, vous dites c'est quelque chose de presque désuet, c'est facile le LBA, on sait exactement ce qu'il faut injecter, on dit telle quantité, telle rentabilité, mais c'était pas si évident. Et donc, ça fait le lit de toutes les indications actuelles pour les infections bactériennes, les infections fongiques, les pathologies interstitielles et plein d'autres. 1980, première biopsie transbronchique, donc on commence à avoir aussi un peu plus d'histologie et l'anatomopathologie se développe, et l'ajout d'une caméra en 1987. Alors l'ajout d'une caméra, je ne sais pas si ça nous permet d'être plus précis, mais je pense que pour l'enseignement de la pneumologie interventionnelle, c'est nettement plus facile, puisqu'on peut faire et expliquer en même temps. 1987, retour de la rigide dans la perspective de la thérapeutique, avec un net regard d'intérêt d'une part parce qu'on peut anesthésier, d'autre part parce qu'on a une caméra et une fibre optique, et en plus de ça, on est capable de faire avec du silicone des prothèses qu'on peut passer dans notre endoscope, dans notre canal opérateur. Et donc, ce qui se passe, c'est que avant, quand on avait des sténoses de trachée, des choses comme ça, on était obligé de mettre ce qu'on appelle le T-tube de Montgomery, et qui était une technique chirurgicale. On était obligé de trachéotomiser pour passer cette prothèse. Et finalement, la prothèse siliconée de Dumont supplante ça. Et donc là, vous avez à gauche une prothèse siliconée trachéale. Et c'est ce qu'on voit en fait en endobronchique, plutôt en endotrachéal. Donc là, on a parlé de l'optique. Arrive dans la perspective médicale l'échographie, qui existait déjà depuis un petit peu de temps, principalement par les cardiologues. J'aime bien cette citation d'un cardiologue: les ultrasons ne permettent pas de voir l'air. Et en fait, vous comprendrez que le but du pneumologue, c'est de défier ce qu'on pense de la physique, c'est de se servir de l'air pour voir des anomalies. Alors, on va avoir l'essor de l'écho-endoscopie, d'abord œsophagienne, puis bronchique. L'écho-endoscope, c'est simple, si vous n'avez jamais vu. On a au bout du canal le canal opérateur, l'optique ici, et puis la sonde d'échographie. Il suffit de se plaquer sur la paroi trachéale ou la paroi bronchique pour voir des structures médiastinales en face, principalement des vaisseaux et des adénopathies. Et puis l'objectif est de faire des prélèvements de ces fameuses masses ou adénopathies avec des aiguilles de cytoponction. Finalement, je vous ai rapidement parlé de la médiastinoscopie. La médiastinoscopie qui permettait initialement de n'aller que peu loin, enfin d'aller on ne pouvait pas aller très loin avec la médiastinoscopie. Maximum, on pouvait faire un ganglion sous-carinaire. On voit apparaître l'écho-endoscopie œsophagienne, où on arrive à faire tout ce qui est latérotrachéal gauche et puis même aortique, parce que l'œsophage continue de descendre. Et on rajoute l'écho-endoscopie bronchique, où là, finalement, on a quasiment toutes les aires ganglionnaires. Et les papiers montrent que quand vous associez EUS plus EBUS, à 95%, vous faites un diagnostic des adénopathies. Donc c'est assez intéressant. Et donc, technique initiale, on fait l'écho-endoscopie dans les années 2000, on met une aiguille, on passe dans le ganglion et on aspire. Donc ça, c'est de la TBNA, c'est de l'aspiration. Ça permet, fort heureusement, de faire beaucoup de diagnostics de cancers solides, principalement pulmonaires, et de sarcoïdose avec une sensibilité et une spécificité qui est de quasiment 90%. En revanche, pour des cancers dits hématologiques, comme le lymphome, on va avoir une sensibilité diagnostique de 66%, donc finalement, vous en loupez quand même pas mal. Et puis, quand vous faites une suspicion de rechute, vous passez à 80%. Alors, la différence, elle s'explique parce qu'en fait,
en hématologie, surtout dans les lymphomes, on a besoin d'histologie. Et quand vous faites une aspiration, je le répéterai, mais c'est de la cytologie. Donc en fait, vous avez des cellules tumorales, mais vous ne savez pas comment elles se comportent architecturalement. Pour un cancer du poumon, c'est pas une problématique. Comme l'évoquait Jonathan Benzaken tout à l'heure, on a l'immunohistochimie, donc avec le PDL1, mais on a l'immunohistochimie pour définir le type de cellule tumorale, et puis on a l'immunohistochimie pour définir à visée theranostique quel traitement on va mettre. Et en plus de ça, on peut faire de la biologie moléculaire sur 3 cellules, c'est largement suffisant. Pour le lymphome, c'est plus complexe. Donc, se pose la question de faire des biopsies. Et si on passait une pince à biopsie dans notre écho-endoscope? Et ça a été fait. Et donc, on fait des biopsies intranodales et on se rend compte qu'effectivement, ça augmente le pourcentage de diagnostic puisqu'on passe de 67% à 92% pour les lymphomes. On se dit, plutôt pas mal. La problématique, c'est quand même qu'on fait des pneumothorax et des pneumomédiastins, mais rarement mortels, jamais drainés. Donc, on peut se dire, c'est pas mal. Il y a 2 revues de la littérature qui montrent ça. Pour visualiser tout ça, vous avez toujours votre écho-endoscope, le canal opérateur, la vidéo, et puis les bus. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On rentre dans le ganglion par un trajet qu'on aura préalablement fait à l'aiguille de cytoponction, et on voit apparaître effectivement notre petite pince. Donc l'image est jolie et élégante, je trouvais que c'était sympa de vous la montrer. Et là, ça vous permet réellement d'avoir une architecture, et pour les lymphomes, c'est intéressant, parce que par exemple, vous avez déjà entendu parler du lymphome du manteau, ou du lymphome marginal, c'est bête, mais il faut être dans le manteau, ou dans la zone marginale du ganglion, sinon on est embêté. Donc c'est vrai que quand on a une architecture, pour tout ce qui est hémato, c'est quand même plus pratique. Une autre façon de faire des biopsies, c'est la cryobiopsie. Arrive en 2010 à peu près, la cryosonde. On se dit, tiens, c'est des petites sondes, ça gèle momentanément, comme la cuisine moléculaire finalement, en parallèle. Et donc, sur le même principe des TBNA, on passe dans le ganglion, on appuie 4-5 secondes histoire de geler dans le ganglion, on tire d'un coup sec, et on récupère un matériel histologique conservé, qui est frais, conservé, qui permet de faire le diagnostic avec moins de risques, moins de complications de pneumothorax, et qui augmente le diagnostic, vous voyez, jusqu'à 82% pour le lymphome. Alors là, les bus vont me dire, c'est fou, juste un échographe et on change tout. La révolution du PET scanner dit, finalement, on fait mieux le staging des patients qui ont un cancer du poumon. Et puis, on s'est dit, mais est-ce que ce serait peut-être meilleur que le PET scanner? Alors, c'était un peu provoquant comme titre de diaporama, mais en fait, il y a un papier qui montre qu'effectivement, le fait de faire un staging ganglionnaire, malgré un PET scanner plus ou moins positif, ça permet de reclasser les gens. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'avec les thérapies néoadjuvantes, péropératoires, etc., ça devient de plus en plus nécessaire. Et donc, dans ce papier-là, par exemple de Nord, on se rend compte que 6% des patients qui étaient classés soit N0, soit N1, donc potentiellement éligibles à une chirurgie, se retrouvent classés N2, voire N3. Et si on est plus précis, 17% des patients classés N1 sont reclassés N2, N3, donc qui étaient théoriquement chirurgicales d'emblée. Alors maintenant, il y aura la chimiothérapie adjuvante, néoadjuvante, chimiothérapie néoadjuvante, ne le sont plus théoriquement. Donc finalement, fin des années 2010, état des lieux de l'endoscopie, je prends mon ancien Harrison Ford des années 50, j'arrive un tout petit peu plus loin que ce qui était prévu, et puis en plus de ça, je peux aller dans le médiastin avec mon nouvel Harrison Ford pour prendre mes petits ganglions. Donc, plutôt pas mal. Et je voulais vous parler aussi de l'échographie pleuroparenchymateuse, puisque c'est en même temps, c'est le même corollaire. Ce qu'on fait dans les bronches, on arrive à le faire aussi dans le poumon, avec le groupe d'échographie thoracique, le GECO, qui se développe depuis plusieurs années. Et donc, réellement l'essor de l'échographie pulmonaire transthoracique, avec 2 types de sondes. La sonde basse fréquence convexe, qui permet de voir assez loin, et la sonde haute fréquence, qui permet de voir précisément la plaie. Et donc, je ne vais pas vous apprendre qu'avec un échographe, on peut caractériser des épanchements pleuraux, on peut guider des thoracosynthèses, et c'est d'ailleurs recommandé par les sociétés savantes, on n'a plus le droit de le faire sans se repérer à l'échographie. L'avantage de l'échographie, c'est que c'est accessible, et puis une fois que vous avez fait votre geste, vous pouvez vérifier que vous n'avez pas fait de pneumothorax. Et c'est tellement efficace que les études ont montré une sensibilité, une spécificité, on va dire à 90, voire presque 100% à l'échographie, après une petite marge d'entraînement, alors que la radiographie thoracique n'est sensible qu'à 50%.
Autant vous dire, les pédiatres en sont fans, puisque c'est non irradiant pour un enfant, et en plus le diagnostic, c'est quasi sûr. Et si vous avez, entre guillemets, à l'échographie, une image normale, pas besoin d'aller à la radio. C'est bête, mais ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et là, c'est juste pour vous remettre quelques images d'échographie si vous n'êtes pas habitué à les voir. Donc là, vous avez un patient qui fait un pneumothorax, et ça, c'est ce qu'on appelle l'image du bord de mer. Donc vous imaginez le sable et la mer. Et puis juste à côté, vous avez l'image de la stratosphère. Donc c'est plein de lignes parallèles consécutives qui sont en faveur d'un décollement de la plèvre. Et le point P, c'est le point de contact au moment où le poumon se recolle à la plèvre. Donc en fait, vous avez une partie où vous arrivez à voir votre poumon et une partie où vous ne le voyez plus parce qu'elle est. Et puis, je continue encore avec l'échographie. Tant qu'à faire, vu que c'est utile, pourquoi pas faire des biopsies transthoraciques et remplacer un peu le radiologue? Et donc, avec une sensibilité qui est conséquente. Donc là, vous avez une espèce c'est des aiguilles, c'est des trocars à biopsie qui sont des pistolets semi-automatiques. En fait, on charge pour une profondeur de 10 ou 20 mm et puis on fait des carottes dans notre tumeur. Et puis, c'est l'équipe de Marseille qui a montré en monocentrique que ça faisait peu de complications. Bien sûr, des pneumothorax parce qu'on met une aiguille, mais même ces pneumothorax sont pas majeurs, vont rarement être drainés et le patient peut quand même ressortir le lendemain avec une sensibilité et une spécificité diagnostique de quasiment 90%. Et donc là, c'est le cas d'un patient qu'on a eu il y a quelques jours pour lequel on lui a fait une biopsie sous échographie en se disant comme ça on gagne du temps puisque le temps d'avoir le rendez-vous avec le radiologue, des fois il faut 15 jours, 3 semaines. Là, ça prend 3 jours, c'est bien plus rapide. Donc un petit cas clinique pour imager. Avec tout ce que je vous ai actuellement donné comme information, je vous présente cette petite dame de 55 ans, tabagique à 30 paquets années, qui arrive avec cette masse, et je vous prie de me croire qu'au niveau thoracique, il n'y a rien d'autre comme anomalie. Là, au vu de tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous feriez? Ébus? Parfait, donc vous feriez l'ébus. Alors moi, je suis pas très honnête. Endoscopie avant. Donc on endort le patient, on lui fait l'endoscopie avant, puis on fait les bus. Alors, pour vous dire, lobe sup droit, vu en fibroscopie, il n'y a rien. Impossible, inaccessible, c'est trop long. Oui, c'est l'œsophage qui est juste derrière. Alors, je suis pas très honnête avec vous parce que je vous ai dit, il n'y a rien au niveau thoracique. Mais il y a quand même quelque chose au niveau extrathoracique, c'est une métastase osseuse. Enfin, on pense que c'est une métastase osseuse. Et donc, ce qu'on a proposé de faire, vous avez raison, on aurait pu faire une endoscopie bronchique, mais on s'est dit pourquoi pas, ce serait élégant de faire le diagnostic de la métastase. C'est plus rapide, pas besoin de faire d'anesthésie générale, et puis finalement, on sait utiliser un échographe, donc pourquoi pas. Et on a fait le prélèvement, la dame a un adénocarcinome bronchique, non muté. Bon, elle va commencer son traitement, mais voilà pour la petite histoire. Donc, ce que je veux dire, c'est que avec l'outil qui est l'échographie, en endobronchique ou en extra-bronchique, en thoracique et extrathoracique, on peut faire beaucoup de choses. Et on est amené à faire des biopsies extrathoraciques assez fréquemment aussi, ça permet de faire des jolis diagnostics. Alors maintenant, innover l'avenir. Finalement, innover l'avenir, ce n'est que miniaturiser et perfectionner des systèmes déjà existants. Par exemple, le modèle parfait, je trouve, de perfectionnement technique, c'est la bronchoscopie rigide. La bronchoscopie rigide, c'est ce tube rigide de Fakir qu'on va passer et disséquer mécaniquement, principalement pour des obstructions tumorales, mais ça peut être aussi des sténoses autres. Et donc, il y a des obstructions mécaniques, c'est efficace, mais ça, quand même, c'est problématique. Et puis, on a du coup perfectionné nos techniques avec des thérapies laser où on va essayer d'être vraiment au niveau de la muqueuse au plus proche. On va essayer de passer comme une espèce de microchirurgie, de passer et d'enlever. Comme ça, on fait une hémostase par la même occasion. L'ablation thermique. Alors, le problème de l'ablation thermique ou de la coagulation à l'argon qui est à peu près sur le même système, c'est que il y a un temps de chauffe et donc le faisceau thermique peut aller un peu plus loin que là où on souhaiterait s'arrêter. Donc, on peut avoir des risques de perforation. Il y a quelque chose qui s'est développé dans le temps qui est un peu moins utile maintenant au vu des thérapies qu'on a et principalement de la radiothérapie, c'est la brachythérapie ou le terme français exact, c'est la curithérapie.
En fait, ça consiste à descendre en microscopie rigide, mettre des faisceaux métalliques et de conduire des rayons pour faire de la radiothérapie, enfin de la curithérapie, comme on pourrait faire dans la prostate. Sauf que maintenant, avec la radiothérapie stéréotaxique ou le cyberknife, l'utilité est quand même beaucoup moindre. Et enfin, la cryothérapie, toujours ce côté, j'ai une cryosonde, qu'est-ce que je pourrais en faire? Allez, je vais geler à cet endroit-là. L'avantage, c'est qu'il y a un effet rémanent. C'est-à-dire que c'est comme si vous gelez le doigt, ben vous avez mal 10-15 minutes après, alors que vous n'êtes plus sur le glaçon. Ben, c'est le même principe, il y a un effet rémanent, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'efficacité du gel. Et en plus de ça, ça évite d'aller trop loin en profondeur, donc ça a l'avantage de limiter les risques de perforation. Et puis, l'impression s'impose à nous, l'impression 3D. Alors, on a eu les prothèses siliconées historiques, puis après les prothèses métalliques auto-expansibles. Alors, au choix de chacun, en fonction des conditions du cas clinique. Et puis là, depuis quelques années, on voit les prothèses 3D arriver. Donc, vraiment, on est sur le perfectionnement de ce qu'on fait pour l'avenir. Après, je vous ai dit, innover l'avenir, c'est miniaturiser. Ben, en fait, vous voyez bien, on arrive à miniaturiser les optiques à tel point qu'on fait des choses qu'on n'arrive plus à voir, entre guillemets. On fait des optiques tellement fins qu'on peut aller très très loin, voire même partout. Et donc, avec ça, ben, on va parler de navigation bronchique ou de fibroscopie navigationnelle, qui, comme son nom l'indique, ça utilise des systèmes de navigation pour guider un fibroscope. Alors, les systèmes de navigation peuvent être virtuels. On fait un scanner et puis, en fait, le scanner ne va pas être utilisé en temps réel pour se repérer, mais un peu en termes de voxels et d'imagerie. Donc, on n'a pas vraiment de position en temps réel dans ce système-là. Et puis, il y a la navigation électromagnétique qui permet, en fait, sur le même principe d'utiliser la carte virtuelle du scanner fait avant de faire le geste. Mais en plus de ça, on va le relier à un champ électromagnétique pour essayer de fournir un retour d'information en temps réel. Malheureusement, c'est pas encore abouti puisque ça a une sensibilité de 47%. Donc, un patient sur deux, on n'est pas au bon endroit, puis on est vite perdu. Je sais pas si vous avez déjà utilisé même un fibroscope un peu plus souple. Vous faites les segmentaires, les sous-segmentaires, au bout de la deuxième sous-segmentaire, vous savez plus où vous êtes. Donc, associé à ça, on essaie d'inventer d'autres choses. Par exemple, la fibroscopie robotiquement assistée. Et donc, ça nous amène presque à la chirurgie hybride. Et c'est des choses qui vont arriver dans les 10 ans à venir, je pense, où en fait, on va être capable de combiner un cathéter robotisé pour visualiser au mieux, avec des composantes robotiques qui peuvent déjà se déployer dans tous les sens. Il y a un apport en plus de l'intelligence artificielle, un peu comme votre système de freinage ou votre GPS, votre aide à la conduite sur votre voiture, qui vous permet finalement d'aller plus facilement et de garder la bonne voie. Et donc finalement, c'est ça les techniques d'avenir, parce que ça va nous permettre d'aller sur des lésions de plus en plus périphériques dans le cancer, mais pas que, même dans les pathologies interstitielles. Typiquement, un nodule envers dépoli que le chirurgien va pas palper, ne va pas sentir pendant le geste. Ça permet d'aller jusqu'au nodule envers dépoli, d'injecter par exemple du verre d'indocyanine ou du bleu de méthylène, ce que vous voulez. Le chirurgien va le voir et va pouvoir opérer de manière plus précise. Et puis encore plus loin, là on est sur pourquoi pas utiliser un microscope pendant la fibroscopie. C'est ce qu'on appelle l'endomicroscopie laser confocale. Je vous rassure, ça reste encore anecdotique même si c'est très joli. Ça repose sur l'autofluorescence en fait des différentes molécules d'intérêt ou pas d'ailleurs, des structures les plus petites de notre anatomie. Par exemple ici, ce que je vais vous expliquer, c'est que donc ça s'utilise de plus en plus en hépatogastro. En hépatogastro, ils sont assez habilités, ils vont voir une lésion dans l'œsophage, ils vont essayer de voir si c'est de la muqueuse saine ou pas. Donc ils ont vraiment pris l'habitude, nous on n'est pas encore à ce niveau-là. Là par exemple, ça va être le fait d'utiliser l'autofluorescence des fibres d'actine, qui sont finalement dans le tissu de soutien de nos alvéoles. Et donc ces fibres d'actine vont réapparaître en fluorescence et on va voir apparaître la structure finalement de notre alvéole. Donc là vous avez une pathologie qui n'est pas, vous avez un alvéole qui est saine et vous avez bien votre structure de lobules et d'alvéoles. Donc c'est assez joli. Je vous avoue que ça fait 50 microns, donc vous imaginez bien que le moindre coup sur le côté, vous perdez l'image. L'avantage, c'est que c'est tellement fin, vous traversez le long des bronches, vous allez loin, vous ne faites aucun trauma.
D'ailleurs, c'est pas décrit, il n'y a pas de pneumothorax décrit avec ce type de sonde. C'est tellement fin qu'il y a plus de chances de casser l'endoscope que de faire un trauma avec le patient. Et donc, on peut voir par exemple aussi certaines cellules qui vont avoir une teneur en actine, par exemple les macrophages qui font s'intensifier chez le patient tabagique avec cette espèce d'alvéolite du tabagique et les macrophages qui vont fixer de l'actine. Donc ça a un intérêt, ça fait quand même 30 ans que c'est étudié et ça va se développer de plus en plus, peut-être plus pour les pathologies interstitielles diffuses que pour la cancérologie thoracique, mais ça a le mérite d'exister et je pense que ça va se développer de plus en plus. Et enfin, je vais vous parler de la miniaturisation de l'échographie, puisque du coup on a parlé de l'échographe thoracique, de l'échographe en tant qu'écho-endoscope donc dans les bronches, et puis là on a une miniaturisation, donc c'est qu'on arrive à réduire encore la taille de notre échographe pour avoir une sonde qui va être de l'ordre de 2 à 3 mm, pour aller très très loin. Et donc là vous avez un cathéter d'ébus radial, donc d'écho-endoscopie radiale, avec ici mon canal opérateur, ma sonde d'échographie radiale et mon aiguille de cytoponction. Qu'est-ce que ceci? En fait, c'est une sonde d'échographie qui va tourner à 360 et qui va permettre d'avoir une image à 360 degrés. Donc vous allez avoir comme un cercle. Vous allez avoir ça. Ça, c'est une image normale. Le parenchyme ne diffuse pas. C'est une sonde à haute fréquence, donc c'est pas fait pour voir loin. C'est fait pour voir vraiment, vous avez votre bronche, vous êtes collé dans la bronche, pouf, on va juste à côté, les millimètres à côté. Si on arrive dans du verre dépoli, le parenchyme étant modifié, la diffusion du son va être différente, et donc on va voir apparaître une image un peu plus dense. Vous voyez, c'est quand même ténu, hein. Je veux dire, si on n'est pas habitué, c'est quand même ténu, mais c'est ce qu'on appelle le signe du blizzard. Et ça veut dire qu'on est dans une opacité en verre dépoli. Et donc, on peut se permettre de sortir notre aiguille à ce moment-là, d'aller piquer pour faire soit le prélèvement, ou au contraire, d'aller piquer pour mettre du verre d'indocyanine, un marqueur, pour aider à la chirurgie. Et puis après, on peut jouer, hein, si ça devient des nodules solides ou dès qu'on a une composante un peu plus solide, comme ça c'était un verre dépoli, enfin c'était un nodule mixte, on voit une composante un peu plus solide apparaître et là ça devient un peu plus évident à l'œil. Et donc, l'idée d'innover, de perfectionner l'avenir, ça va être en fait de combiner l'ensemble. On sait que quand on associe l'écho-endoscopie radiale avec la navigation, et ben finalement, on arrive à 90% de réussite, alors que quand on était que avec la navigation ou que avec le rebond, on est à 50% de diagnostic. Donc vous voyez, c'est le fait de combiner. Et je pense avec l'habitude, on ira de plus en plus vite et on pourra avoir des gestes qui seront probablement d'une demi-heure et être très efficaces. Et alors pour finir, je vous ai parlé du cancer, je vous ai parlé des PID. Je voulais vous parler quand même de l'endoscopie interventionnelle d'un point de vue BPCO et asthme. Pour lequel je développe que très peu. Dans la BPCO, c'est la réduction d'emphysème. Il y avait l'écueil il y a il y a à peu près 10 ans, même un peu plus. Ça a été arrêté. Il y avait quand même beaucoup de morbidité et de mortalité avec l'écueil. À l'étude, il y a la vapeur d'eau et les polymères synthétiques, mais c'est toujours à l'étude. Et là, actuellement, ce qu'on a, c'est les valves endobronchiques unidirectionnelles qui sont commercialisées par Pulmonx. Donc les valves Zephyr, qui sont des valves unidirectionnelles avec un petit colleré. Et donc le but, c'est que l'air va sortir et vider l'emphysème, la bulle d'emphysème, pour créer une atélectasie. Alors c'est efficace, mais on ne sait pas encore, malgré les critères actuels, on ne sait pas encore bien sélectionner nos patients. Et donc il y a des patients, concrètement, si on est optimiste, 2 patients sur 3 vont en bénéficier. Si on est pessimiste, 1 patient sur 3. Je m'explique. 30% sont aggravés par la pose de valve, 30% ne sont pas améliorés mais ne sont pas aggravés, et 30% sont réellement améliorés. Donc, vous pouvez le voir, soit 70% qui sont au moins maintenus, voire améliorés, sinon c'est 30% qui sont améliorés. Donc, peut-être c'est plus sur les critères de sélection, et d'autant qu'avec l'arrivée des biothérapies dans la BPCO, il est possible que dans la stratégie thérapeutique, les valves arrivent encore plus tardivement. Finalement, les valves, c'est un peu avant la chirurgie, mais pas très loin. Et enfin, la thermoplastie dans l'asthme, dont vous avez entendu parler,
Ça maintenant, ça devient de l'anecdote puisque avec l'avènement des biothérapies, on a quasiment plus ce problème et on a même des biothérapies qui vont jusqu'à normaliser la fonction respiratoire et même l'épithélium bronchique des asthmatiques. Donc voilà un petit peu le tour 2025. Donc si on fait l'état des lieux, c'est mon Indiana Jones des années 50 qui peut aller dans les bronches, mon Indiana Jones des années 2000-2010 qui peut aller dans les ganglions, et puis celui de 2025, du futur, que je vous ai mis en bleu, il est inarrêtable, il va partout. Merci. Félicitations. Non, on va dire, mais quand tu dis que c'est très ancien, ça peut faire mal à certains. Ah, c'est de l'expérience. L'orateur a corrigé lui-même. Il y en a pas, mais juste avant, je suis un peu surpris, moi, en rencontrant moi. Je sais que c'est à l'université de Compiègne qui a été développée la microscopie hyper distante, si je peux dire. Un peu surpris que ça n'ait pas eu plus de développement, comme vous l'avez dit, en plateau gastro, mais pas dans le reste. Moi, je n'ai pas suivi après ce que c'était pas de coût, d'accessibilité. Alors je pense qu'il y a plusieurs problématiques, c'est le problème de coût, problème d'accessibilité, problème de compréhension des maladies qu'on va chercher. Parce qu'en fait, on a des trucs, c'est même si la technique évolue, il faut derrière des gens qui sont capables de l'analyser. Là, les images qu'on a vues, elles sont très jolies parce que c'est à l'arrêt, mais quand vous êtes en train de faire votre geste, ça bouge de partout. Et en fait, ils ne peuvent pas faire l'analyse momentanément. Ils sont obligés de réanalyser les images derrière. Et en plus de ça, les pathologies diffuses, c'est quoi 205, 250 entités, jusqu'à 400 entités différentes. Le LBA n'arrive pas à définir. Quand vous envoyez un anapathe, ils vont vous dire 6 mètres de fibrose et puis fin de l'histoire. Et nous, en tant que pneumologue, on doit essayer en direct, avec un petit microscope, de définir le diagnostic exact. Donc je pense que c'est intéressant, mais c'est surtout la marge de travail de description qui fait que ça prend du retard. Mais probablement que ça va se lancer. Merci beaucoup. Oui, c'est intéressant ce fil historique. Et si je pourrais me permettre, je rajouterai 2 éléments historiques en amont, puisque vous allez rappeler, nous étions des physiologues. Donc on va prendre le premier physiologue, notre ami Laennec, qui est mort d'une tuberculose par des hospitalisations trop médiates, donc il a inventé l'immédiat. Et donc l'immédiate, il a inventé la médiate. La médiate, c'était quoi? D'abord un tube rigide, puis après notre fameux stéthoscope. Et si on reprend la terminologie, stéto, thorax, scope, il n'a rien vu, il a entendu. Et à partir de ce qu'il entendait, il faisait une image. Et maintenant, vous arrivez avec l'échographe, qui est le vrai stéthoscope, puisqu'on voit, mais cette fois-ci avec du son. Donc c'est extraordinaire, c'est ce retour sémantique, ce retour terminologique, c'est un clin d'œil vraiment de l'histoire. C'est passionnant. La deuxième remarque, c'était par rapport, effectivement, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est cette microscopie par la notion de don, focal, par rapport. Onde focale microscopie. Oui, par rapport à ce que une molécule va émettre, on va récupérer l'image, c'est bien ça? En fait, c'est une longueur d'onde. Je pense que ça, c'est tout l'avenir de toute la médecine. Après, même en matière de chimio quelque chose, c'est toujours des longueurs d'onde que les molécules émettent. Et ça, on n'est pas encore bien vu. Merci, en fait, c'était passionnant cette histoire.